Hello le peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super par la grâce de Dieu. Aujourd'hui au menu c'est un témoignage. Première fois que je fais ce genre de vidéo sur ma chaîne. Et j'ai trop hâte de continuer ce contenu de vidéo. C'est-à-dire que vous me racontez vos témoignages pour édifier le peuple de Dieu. Et moi je le raconte. C'est avec grand plaisir. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un message, à vous abonner sur Instagram et m'envoyer un message sur Instagram pour participer si vous le décidez. Et aussi vous abonner à ma chaîne, à me donner de la force, commenter, partager, liker. Et voilà, donc je vous invite à vous installer, prendre des petits popcorn, petits trucs à grignoter parce que ça là vraiment c'est un témoignage de qualité. Je suis comorienne mauricienne. Je suis née dans une famille musulmane. Et moi, j'ai jamais connu mon père en fait. Comment tout a commencé, c'est que en fait, ma mère, pour faire plaisir à sa mère, du coup à ma grand-mère, à l'âge de 17 ans, elle a dû se marier avec un homme qu'elle ne connaissait pas. Et cet homme-là, il avait 47 ans. Donc déjà, on voit que c'était un mariage forcé. Ils se sont rencontrés le jour du mariage. Ce mariage, en fait, il se passait très mal. Tout simplement parce que l'homme, il devait de l'argent à des gens. Donc ça veut dire qu'il devait toujours se cacher. Il se cachait dans tout le Comore. Il restait pas souvent à la maison avec ma mère. Et donc du coup, ma mère a été très souvent seule. Et aussi, il interdisait ma mère de sortir dehors. Elle pouvait sortir que quand il fallait qu'elle fasse les courses, des trucs comme ça. Mais cet homme-là, malgré le fait qu'il soit recherché dans tout le Comore, il a réussi à faire un enfant à ma mère, donc moi. Ma mère, et quand ma mère en fait elle a appris qu'elle était enceinte de moi, elle a dit que c'était pas possible. Elle a dit c'est pas possible, je peux pas avoir cet enfant là, je suis trop jeune, j'ai que 17 ans. Je suis mariée avec un homme de 47 ans, sauf qu'il 50 ans. Le mec il est jamais à la maison. C'est pas possible en fait. Donc elle a tout donné pour avorter, mais bon. Bon, malheureusement, on connaît les hommes, hein. Ça veut dire que celui qui était devenu mon père n'était pas présent. Il m'a pas reconnu à la naissance. Quand des amis à mon père biologique, sont venus à la maison pour voir ma mère, ils leur ont dit en fait que cet homme-là était déjà marié, qu'il avait des suppléments, donc il avait déjà des enfants. C'est un peu la logique, t'as déjà 47 ans quoi, enfin voilà quoi. Mais qu'il avait déjà une autre vie en fait. Et que du coup c'était pour ça qu'il était jamais à la maison parce que il devait aussi s'occuper de sa première femme et de ses autres enfants. Et c'est pour ça en fait qu'il interdisait ma mère de sortir, qu'il parle trop avec les gens parce que en fait il avait peur qu'elle comprenne que en fait il avait une double vie en fait. Mais un gentil tonton à moi, du coup l'ami de mon père, il a accepté de me reconnaître. Après que ma mère elle ait découvert sa double vie à mon père, elle a décidé d'aller voir sa famille, la famille de mon père, et de leur dire qu'en fait elle veut plus du mariage. Là en fait c'est chaud. Le mec il est là, il a une double vie, il a une femme supplément enfant sur le tech, et il vient chercher une petite fille de 17 ans qui n'a rien demandé à personne, l'enceinte, et en plus on ne sait pas où il est. Non, c'était impossible pour elle, et elle a décidé de recommencer sa vie autre part. Elle a quitté le Comore et elle est partie en France pour avoir une nouvelle vie, essayer de s'en sortir, de trouver un mari, de trouver un travail, une maison en France, sans moi, parce qu'au final, elle m'a abandonnée et elle m'a laissée aux Comores chez ma grand-mère. Donc j'ai fait 3 ans, voire 4 ans de ma vie sans voir ma mère, sans savoir qui elle était réellement. J'ai que grandi avec ma grand-mère et ma grand-mère pour moi c'était été ma mère. Pendant que ma mère était en France à Montrejon, c'est une ville en France je pense, je sais pas. Moi j'étais aux Comores du coup avec ma grand-mère et un jour comme ça, à l'âge de 3 ans, c'est là où les petites choses commencent au fait. Je regardais un film qui
s'appelle Hassan. C'est un peu un film d'horreur en fait. Film d'horreur action façon, c'est ça. Et vas-y, vous connaissez, aux Comores, c'est pas comme en France, ça veut dire qu'on n'a pas les toilettes dans la maison. Ça veut dire que moi, je voulais aller aux toilettes. Et à l'âge de 3 ans, bah, du coup, je commençais déjà à être indépendant un peu. Enfin, pas être indépendant, mais être un peu propre, quoi. Du coup, bah, je pars aux toilettes dehors et tout. Et en passant pour aller aux toilettes, quand j'ai fini de faire ce que j'avais à faire aux toilettes et que je repars gentiment regarder mon petit film, j'aperçois une silhouette comme si c'était un humain en fait. Pour vous la décrire un petit peu, c'était une grande silhouette avec une grande ombre très imposante qui faisait quand même peur, genre elle avait des bras, des jambes et tout, mais genre je voyais pas sa tête, je voyais rien, mais en tout cas elle ressemblait vraiment à un humain. Et moi je me suis dit sur le coup, vas-y Bélec c'est mon imagination, vas-y ça doit être à cause du film que j'ai regardé et tout. Du coup je calcule pas plus que ça. Je repars et tout, et en fait la silhouette, pendant que moi je marchais, bah elle se déplaçait aussi. Mais elle se déplaçait de façon très lente. Et du coup je me suis dit, ça c'est bizarre hein. Et donc par réflexe, moi ce que je fais tout d'abord, c'est que je demande c'est qui. Je demande qui c'est parce que je trouve ça bizarre, peut-être que c'est ma grand-mère et que vas-y avec l'illusion d'optique, et bah, elle paraît plus grande, sans pied, on sait pas. Donc du coup bah, je demande qui c'est, etc. Elle me répond pas. Je demande 2 fois, 3 fois, elle me répond pas. Ça fait que bah, j'ai trouvé une pierre et je l'ai jetée sur la silhouette, sauf que j'ai pas réussi à toucher la silhouette. Quand j'ai vu que je touchais pas la silhouette, j'ai pas cherché midi 14h. J'ai pas cherché à savoir le pourquoi du comment, de quand j'ai visé, ça n'a pas touché. Non, non, non. J'ai couru. Je suis allée dans la chambre de ma grand-mère. Et j'étais tout paniquée, j'avais peur en fait. Parce que, comment tu fais ça? Quelqu'un vient comme ça. Ça fait peur, au fait. Du coup, bah, ma grand-mère, elle me voit tout paniquée et tout. Elle me demande qu'est-ce qui se passe. Moi, je lui explique. Je dis, ouais, comme c'est là, j'ai vu ça, nanana, et tout. Bizarre en fait, le délire. C'est quoi le délire? Et elle me dit, elle me croit pas en fait. Elle me croit pas, elle me dit, bon, vas-y, c'est rien, peut-être que c'est ton imagination, c'est le film que t'as regardé. Voilà. Et vas-y, bref, je dors et tout. Le lendemain, vas-y, toujours dans l'adrénaline en fait du truc, je vais voir mon entourage, mes cousins, cousines avec qui je traînais du coup. Je leur explique et tout. Eux aussi, au début, ils me croient pas. Après, vas-y, on est des enfants. Donc, ce qui fait que nous sommes partis dans une petite maison qui était un peu pas très loin de où on habitait tous. On est parti là-bas et on est parti du coup dans la maison hantée et on a rencontré la même chose que ce que je venais de leur décrire. Ça veut dire qu'en fait là, ils pouvaient pas ne pas me croire en fait. Bon, on a couru, hein. Dès qu'on a vu ça, on est parti. Hein. Mais pour vous dire que déjà, je me sentais pas... Je me sentais compris par quelqu'un parce qu'au final, quelqu'un avait vécu la même chose que moi. Ça, c'est la première expérience surnaturelle que j'ai vécue. Donc, les années passent. Ma mère, bien sûr, en fait, au fil du temps, elle appelle toujours, hein, elle garde toujours contact avec moi, avec ma grand-mère, du coup. Et elle dit qu'elle peut me faire venir en France, que je peux aller la rejoindre en France. Du coup, c'est ce qui se passe. À l'âge de 5 ans, voilà, elle a fini de faire les démarches, etc. En fait, ma mère, elle a trouvé quelqu'un. Elle a trouvé un gars, comme ça, c'est un Ivoirien. Elle a trouvé son petit Ivoirien avec qui elle veut faire sa vie. Et qui a réussi à faire en sorte que je puisse venir chez elle parce qu'elle a dit que, bon, voilà, comme c'est là... moi j'ai un enfant aux Comores et tout, et est-ce que c'est possible en fait que tu m'aides à le faire venir en France? C'est ce qui s'est passé. Mais je suis pas tout de suite allée chez ma mère. Malheureusement, par manque de moyens, je n'ai pas pu rester énormément de temps avec ma mère biologique. Elle m'a envoyé du coup à Nantes chez une tante à moi, avec qui j'ai fait la majorité de ma vie d'adolescente en fait. Du coup, bah, j'arrive à Nantes, c'est encore un nouveau paysage, c'est encore quelque chose de nouveau. En plus, Nantes, c'est pas comme Paris. Paris, il y a beaucoup de personnes de couleur comme moi. Là, j'étais dans un environnement où, bah, en fait, il n'y a que la famille de ma mère, ma tante, quoi, qui est de couleur. Sinon, tout le reste, ils sont pas de couleur. Ma tante, elle me dit que voilà, bah, tu peux m'appeler maman, etc. Donc là, choc, parce que je me dis qu'en fait, j'ai quitté ma soi-disant mère biologique
pour en retrouver une autre. En fait, au final, j'ai combien de mamans? Compliqué tout ça. Mais vas-y, on fait avec, hein. Elle nous demande d'appeler tata, d'appeler maman, pardon. J'appelle maman, y a pas de problème. Donc, du coup, je fais la rentrée. Faut savoir que du coup, je ne parlais pas français. D'accord? Moi, je parlais mon dialecte que je parle aux Comores, mais je ne parlais pas français. Ça a été... du coup, moi, j'ai eu beaucoup de difficultés, en fait, à arriver au CP. Parce que du coup, il fallait... Même si c'est là où tu apprends à lire, tu apprends... Moi, j'avais, en plus de ne pas savoir lire, écrire, j'avais la difficulté de ne pas savoir parler français. Et du coup, je partais avec un bug. Donc, j'étais déjà bug, en fait, de départ. Bug, c'est les personnes qui ont... qui bégayent. Qui ont une petite difficulté, en fait, à correctement prononcer tous les mots et faire une phrase complète. En fait. Pour la petite histoire, quand je suis partie à la rentrée, je vais à la rentrée et tout, déjà j'y vais seule. L'école elle est à 10 minutes de la maison. Genre, qui laisse un enfant de 5 ans aller à la rentrée tout seul alors qu'il ne connaît même pas, il ne parle même pas la langue? Mais Bélec, pourquoi pas, hein, c'est un concept. Et déjà sur le trajet, je voyais des trucs qui étaient dérangeants. Pour moi. Dans le sens où je vois un enfant avec sa maman, son papa. Et puis moi, je suis là, j'ai aucun des deux. Parce que ma maman, je ne sais pas, elle n'est pas là, je ne sais même pas qui est réellement ma mère. Et en plus de ça, je ne connais pas mon papa, je n'ai pas d'affection paternelle. Donc bon, tout ça s'est mélangé. Et du coup, je me commençais déjà à 5 ans en fait à me poser des questions sur où est-ce qu'on va là? On se dirige vers où là en fait, c'est ça. Et le fait que je n'avais pas de réponse, ça a tout de suite commencé à m'énerver. Je me dis, mais en fait, moi je cherche à avoir des réponses, je cherche à savoir pourquoi j'ai pas de maman, pourquoi j'ai pas de papa, pourquoi. Et le fait de voir que on me répond pas trop, on me laisse comme ça sur le banc de touche et tout, ça m'a saoulée. Du coup, je commence à être énervée. Et cet énervement, cette colère, je la rejetais auprès de un peu bien qui passe devant moi, je te goume en fait. C'était un peu ça. Aussi, petit détail à savoir, c'est que je suis une personne, je ne pouvais pas me coiffer, donc j'avais toujours la boule à Z. J'avais toujours la boule à Z sur mon cocher, il était vide en fait. Et ça fait que vas-y, à l'école, ça se moquait, les petits. En plus, vous connaissez les petits comment ils sont. J'avais pas de coiffure. J'étais bègue parce que je parlais pas le français. Bref, tout ça là, c'était seulement pour qu'on vanne. Et du coup, je me sentais énormément seule. Le fait qu'en plus, j'avais pas de parents, je comprenais rien à ma vie. Ça fait que, mon cerveau, il fonctionnait pas correctement déjà à la base. Et comme moi, j'aimais pas être seule, le bon moyen que j'ai trouvé pour attirer l'attention, c'était de faire quoi? Des bêtises. Voilà. Donc, j'amusais la galerie. Je crache sur la maîtresse, sur les élèves. Moi, tu me dis A, je te tape. Tu me dis B, je te cogne. Tu me disais, je te balaye. Enfin, bref. Enfant turbulent. Enfin, là, en fait, c'était mentalité la loi du plus fort. Mais faut pas croire, hein. De la même manière de comment je bagarrais les gens en classe, à l'école, là, c'est comme ça à la maison, on cognait bien parce que, forcément, on disait que voilà, j'ai fait tant de bêtises, j'ai fait ça de bêtises, etc. Donc au final, je cogne les gens, mais on me cogne aussi. Donc là, les temps passent et tout. Je commence à avoir 7 ans, tout ça. En plus, 7 ans, c'est l'âge de la raison. Donc je commence à raisonner un peu plus et tout. Maintenant, un jour comme ça, je me promène dans ma maison à Nantes, parce que j'habite toujours à Nantes. Et puis, je sais pas, dans le couloir où j'habite et tout, vas-y, je commence à sentir un truc bizarre. Je commence à sentir qu'il y a un truc qui cloche. Genre, à chaque fois que je passe dans ce couloir, c'est comme s'il y a une atmosphère un peu, étrange. En mode, une atmosphère, je sais pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Une atmosphère, chelou en fait. Et c'était tout le temps comme ça. Tout le temps comme ça. Et vas-y, comme je vous ai dit, je suis musulmane. Ça veut dire que, l'école coranique, ça commence. Donc, on m'a inscrit à l'école coranique. J'allais à l'école coranique, j'avais mes amis musulmans, on m'apprenait comment prier, on m'apprenait les versets du Coran, je les récitais, comme voilà, on avait les contrôles, on avait les évaluations. En fait, l'école coranique, c'était comme l'école où on va de base, sauf que là, ça vous apprend en fait. En fait, c'est comme le catéchisme, ça vous apprend la vie d'un musulman, d'une musulmane en fait.
Et vas-y, un jour, je sais pas, j'étais avec mes amis et tout, on était à la cour de récréation à l'école coranique. Et vas-y, je leur demande et tout, ouais, c'est qui Jésus en fait? À 7 ans, je me suis demandé qui était Jésus. Et du coup, bah, on est parti voir l'imam, le responsable et tout. Et l'imam, il nous a dit que, bah, en fait, ouais, non, Jésus, c'est juste, bah, c'est le prophète. C'est le prophète Issa. Si on vous dit que c'est le... Si on vous dit que c'est c'est un dieu, ne croyez pas parce que c'est faux. Bah, moi, j'ai 7 ans. Du coup, bah, forcément, je crois, en fait. Et du coup, bah, j'ai cru. Et j'ai pas cherché le médicateur, j'ai pas cherché à savoir plus en fait sur ce Jésus parce que c'était l'imam qui m'avait donné la réponse que j'attendais en fait. Et du coup le temps passe encore une fois, là je grandis, j'ai peut-être vers 10 ans, 11 ans, un truc comme ça. Je retourne à Paris et cette fois-ci j'habite avec ma mère biologique et mon beau-père. On habite là-bas et tout et j'avais des frères et sœurs aussi au final qui sont venus. J'ai des frères et sœurs qui sont nés, etc. Et du coup, bah, en fait, mon beau-père, il décide en fait de dire que non. On n'a qu'à se soulever tous. J'atterris à Abidjan. J'habite à Cocody. C'est un quartier d'Abidjan comme ça. J'habite à Cocody et tout. Nouvel environnement. En plus, je commençais à être bien en France, tu vois. Je commençais à bien parler français. Je commençais à... Même si je faisais le débile à l'école, même si j'étais bête à l'école, bah, au final, voilà, je commençais à me faire des amis et tout et tout. Et là, on arrive à Cocody. Ok, très bien, merci. Ça veut dire j'ai le même problème, parce qu'au final, comme je vous ai dit, j'aime pas me sentir seule. J'ai le même problème. J'arrive à Cocody, les Abidjanais aussi. Eux aussi, ah, me faire ami avec eux, c'est chaud. En plus, comme là-bas, ils sont noirs. Moi, je suis métisse. Voilà, j'ai une couleur de peau qui est plus claire que la leur, même si je suis noire, mais je ressemble plus à un métis que autre chose. Enfin, je suis très claire de peau, en fait, comparé à eux, qui sont beaucoup plus noirs. Ça veut dire qu'ils me regardaient un peu en mode Maintenant, vas-y, j'essaie de m'adapter et tout au niveau rythme scolaire et tout. Ça fait que, vas-y, je prends le bus tous les matins, je prends le taxi pour rentrer à la maison. Et le taxi, en fait, il me déposait juste devant la maison. Non, le bus me déposait devant l'école et je partais en taxi, en fait, à l'école. Et ça fait que quand je prends le bus scolaire et tout, vas-y, tout le monde sait où j'habite au final parce qu'il me dépose vraiment devant l'école et moi, je descends. Et un jour comme ça, j'étais toujours seule à ce moment-là, j'ai pas encore d'amis. Un jour comme ça et tout, j'entends dans mon oreille J'entends dans mon oreille des gars qui étaient derrière moi en train de dire Eh vas-y, venez, on monte. Venez, on monte. Moi, je me dis, bon, moi, je me suis dit que, en plus, je cherche à me faire des amis. Ça veut dire que moi, je me dis, mais que, on n'a qu'à monter où? Vas-y, tout comme c'est là et tout. J'ai pas calculé. Encore une autre fois, avant que je descende du bus, ils disent, on n'a qu'à monter. Cette fois-ci, je me retourne, je veux dire, on n'a qu'à monter à quel niveau en fait? Là, vous me racontez quoi? Vous dites quoi et tout? Je peux savoir de quoi vous parlez. Vous parlez de quoi et tout? On n'a qu'à monter où et tout? Est-ce que je peux venir avec vous? Un des garçons, il me dit, on va monter au paradis. On me demande, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'il me dit et tout? Mais bon, vas-y, j'étais déjà conscient parce qu'au final, quand j'étais en France, j'allais au cours coranique et tout. Donc, je savais ce que c'était que le paradis et l'enfer, selon l'islam. Donc, du coup, bon, en fait, je sais vraiment pas ce qui m'est arrivé ce jour-là. Mais quand j'ai entendu ça, on n'a qu'à monter au paradis et tout. Je suis rentrée chez moi. J'ai prié. J'ai prié. Du coup, moi, j'avais prié Allah, en fait, à ce moment-là. J'ai prié Allah et tout. Et je dis, ouais, je lui dis, révèle-toi à moi. Vraiment, révèle-toi à moi, en fait. Dis-moi un peu, c'est quoi le délire, là, en fait? De quoi les garçons, ils ont dit qu'on n'a qu'à monter au paradis. Et moi, ça m'intrigue. Donc, en fait, j'ai commencé à prier dans ce sens-là de s'il te plaît, révèle-toi un peu à moi, en fait. Le lendemain, quand je vous ai dit, on sonne à la porte. Quand la bonne de maison, enfin, pas la bonne, mais en gros, celle qui s'occupe de la maison, hormis mes parents et tout, elle va ouvrir, elle dit que oui, c'est pour toi.
Bon, moi, je n'avais pas d'amis, j'attendais personne à ce moment-là. Donc, du coup, j'ai rien dit. Je les ai accueillis et tout. On est parti sur la terrasse de chez moi. Je vois qu'un des gars a une Bible dans la main. Et il me dit que oui, voilà. Moi, je sais pas pourquoi, mais le Saint-Esprit m'a dit de venir ici. À ce moment-là, moi, je lui dis que, mais en fait, c'est qui le Saint-Esprit? C'est qui le Saint-Esprit? Parce que nous, en plus, nous, les musulmans, on connaît pas ça. Du coup, je commence à demander c'est qui le Saint-Esprit et tout. Moi, t'as ton dessin de Saint-Esprit. Nous, les musulmans, on connaît pas ça. Donc, laisse. Là où c'est où tu t'en vas, là, Saint-Esprit, tout. Pardon, laisse, je veux pas. Il a qu'à faire sa vie. Moi aussi, je fais ma part. Tranquille. Après, il me dit que non et tout, non. On a archi parlé. On m'a parlé pendant longtemps. Il m'a expliqué des trucs. Moi aussi, j'ai essayé d'expliquer des trucs par rapport à ma religion, l'islam et tout. Et après, je sais pas, il m'a dit, bon bah, tu sais, tu crois vraiment, prions. Et il a fait ce que les chrétiens appellent la prière de repentance. Vas-y, je commence à fermer les yeux, tout ça. Et là, je commence à atterrir dans un lieu. Il était extraordinaire. C'était un lieu vraiment en mode... j'étais dans le ciel façon. Et vas-y, c'était tout blanc et tout. Et au loin, il y avait une silhouette de deux hommes. Il y avait une silhouette de deux hommes, tout ça. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, moi, tout ça là, tout ce que je vais vous raconter, moi, je connaissais pas. Je connaissais pas parce que j'étais musulmane et je ne connaissais que les trucs sur l'islam. Je connaissais pas les trucs du christianisme en fait. J'étais archi à l'aise et tout. Et je me dirige au final vers les deux hommes. En fait, c'est comme si je me dirige vers les deux hommes, mais les deux hommes aussi se rapprochaient de moi. Un truc qui fait que je pose genoux à terre. Je pose mes deux genoux à terre. En fait, je me prosterne. J'étais en train de me prosterner. Et quand je lève ma tête et tout pour un peu savoir ce qui se passe, je vois des sandales. Le premier truc que je vois, c'est des sandales. Après, je continue à monter un peu ma tête et je vois une longue robe. Je continue à monter ma tête et tout. Et au niveau de où je devrais voir un visage, avec des yeux, une bouche, etc., je vois une grande lumière. Je vois une grande lumière et tout. Je sais vraiment pas ce que c'était. À ce moment-là, j'étais perplexe. Je me suis en mode, mais c'est quoi tout ça? Et en fait, après, cette personne-là, elle finit par poser sa main sur ma tête. Elle pose plus précisément sa main droite sur ma tête. Je sais pas, je me sentais bizarre, je me sentais sale. Je me sentais tout petit face à cette personne qui pour moi, elle paraissait super grande, super impressionnante en fait. C'était ça le mot. J'étais impressionnée par ce que je voyais. Elle me dit, je t'ai choisi. On rentre en France vers 2020, un truc comme ça. Donc j'avais quand même fait aussi j'avais bien vécu mon adolescence en Côte d'Ivoire et je suis rentrée en France. Et donc du coup en France, c'était fini hein. Et moi là, à ce moment-là, ma vie de débauche, ma vie où j'ai laissé complètement Dieu, j'ai laissé passer toute cette expérience que j'avais vécue qui à l'heure d'aujourd'hui est magnifique. Je l'ai laissé. Je n'ai plus cherché en fait à revivre quelque chose d'extraordinaire, de savoir même ce que c'était. Je n'ai pas cherché, j'ai refait ma vie. Et en 2021, j'ai rencontré une fille. Donc on est sortis ensemble. Et franchement, je l'aimais de ouf. Je l'aimais. La fille là, je l'aimais. Et au fond de moi, même si j'avais arrêté complètement de fréquenter Dieu, de chercher Dieu, de savoir même ce qui s'était passé ce jour-là en Côte d'Ivoire, je sentais que j'attristais le Saint-Esprit par mes actes en fait. Je sentais que, à l'heure d'aujourd'hui, je peux vous dire que j'attristais le Saint-Esprit, mais à ce moment-là, je ne savais pas ce que j'avais. Donc je veux dire qu'à ce moment-là, en fait, j'étais juste super triste. Je me sentais mal de faire certaines choses et tout. Et du coup, je sais pas pourquoi, je me suis dit, vas-y, je vais prier. Parce que cette fille-là, je l'aime de ouf. Je l'aime vraiment beaucoup. Et en fait, je veux savoir comment ça va se passer. Est-ce que cette meuf-là, on est vraiment ensemble pour quelque chose de bien? Ou est-ce que, vas-y, elle est juste là parce que... Du coup, je prie par rapport à ça. Bon, au final, la prière, elle s'est exaucée parce qu'au final, on n'est plus ensemble.
je me sentais mal, je me sentais sale. Je priais. Un jour, un pote à moi, il m'a dit, vas-y, viens, on va à l'église. On va à l'église. Je ressens un truc de ouf. Et j'ai commencé à ressentir en fait toute la douleur des âmes perdues. Je sais pas. Alors, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai ressenti le fardeau des âmes. Mais à cette époque, je savais pas encore bien. Je savais pas ce que je ressentais vraiment bien en 2021. Mais je sais en tout cas que c'était trop bizarre. Genre, je sentais que quand j'étais dans cette église, voilà, je sentais un truc puissant. Et vas-y, après, j'ai commencé à... Bah, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté de mioxer avec les filles. Hein? J'ai arrêté de faire du mougoulessa avec les filles. Et j'ai commencé sérieusement à me mettre dans les choses de Dieu. Sachant que, voilà, à l'école, quelquefois encore, au lycée et tout, quand je parlais, je traînais avec des musulmans. Je traînais avec des musulmans et tout, je fréquentais des musulmans. Mes parents, comme je disais, étaient musulmans. Ça veut dire que bah, ça a été chaud, en fait, sur le coup, pour leur expliquer que je devienne chrétienne. Mais bon, ça fait que, vas-y, des fois, encore une fois, tu me parlais, tout ça, je disais encore des wallah, je disais encore des sur le Coran, des trucs comme ça. Quand il y avait des débats, bah, je prenais un peu plus le parti des musulmans. Voilà, et ça a été chaud. Mais à l'heure d'aujourd'hui, et après j'ai compris qu'en fait j'étais en train de renier Dieu et que c'était pas bien du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Maintenant on est en 2023. Je sers de tout mon cœur, de tout mon être, de toute ma puissance l'Éternel. Je vais à l'église, je suis baptisée, je sers à l'église. J'ai même un ministère par la gloire de Dieu. La conclusion de cette histoire, de mon histoire, c'est que il y a un avant, il y a un avant et il y a un après avec Dieu. Dans le sens où, si tu es vraiment l'élu de Dieu, comme moi il m'a dit que il m'avait choisi, c'est que tu es choisi depuis le départ en fait. Et je regrette pas du tout d'avoir raconté cette histoire parce que je sais qu'elle va édifier des personnes qui pensent qu'ils ne sont pas aimés de Dieu. Donc voilà, c'est la fin de ce témoignage. J'espère que ce témoignage il vous a édifié. J'espère qu'il vous a un peu enseigné aussi au fait que Dieu demeure fidèle depuis le début. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, mettez un cœur, mettez le like avant que je parte. Mettez les cœurs, mettez les j'aime, partagez, commentez. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un message sur Instagram en me disant ouais vas-y j'ai vu ta vidéo, ça m'a j'ai grave kiffé et tout. J'aimerais bien que tu racontes mon témoignage parce que je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous, que Dieu vous bénisse, je vous aime.